Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. J'ai changé de look pour faire peur aux enfants parce que nous allons parler des choses très très sérieuses qui n'intéressent peut-être pas les enfants. Je reçois Monsieur Nandegeza Jacques Moussafiri, ingénieur de formation, chef d'entreprise. Monsieur Nandegeza Jacques, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Tout cela parce que ça dépend de l'heure à laquelle nos téléspectateurs nous suivront. Avec vous, nous allons parler de la différence qu'il y a entre l'enseignement tel qu'elle se déroule chez nous et tel qu'elle se passe en France, par exemple. Mais avant d'en arriver là, je voudrais que nous parlions de vous-même. Vous avez commencé vos études à Bukavu, au collège Al-Fadjiri aujourd'hui, et vous les avez interrompues vers les 11 ans pour venir les poursuivre, toujours dans une école jésuite qui s'appelle Collège Boboto. Collège Boboto. Alors, à l'époque, Collège Albert Ier. Alors, un petit incident est arrivé le jour où celui qui dirigeait le collège Al-Fadjiri vous a accueilli à Kinshasa. Ah oui, c'est le père recteur du collège Boboto, donc oui. Albert Ier, qui fut un ancien recteur de collège Notre-Dame de la Victoire, donc Al-Fadjiri. Il m'a reçu parce que j'ai fait la veille, j'ai étudié Al-Fadjiri, et le lendemain, j'ai pris mon avion, et le surlendemain, j'étais en cours à l'école primaire, au petit collège. Et le recteur avait tenu de venir m'accueillir dans ma classe. Et il avait dit à mes collègues, faites attention parce que Jacques sera sûrement le premier de la classe. Bon, ce qui était... ce n'était pas ce que je pensais. Mais en fin de compte, parce que j'étais souvent, effectivement, parmi les 3 premiers, mais je n'étais pas souvent le premier. Et donc il a mis de la pression sur moi et j'ai été premier de la classe cette année-là. Et à la fin, il m'a appelé dans son bureau pour me dire, vous voyez, c'est pas à vos amis. Je m'adressais pas à vos amis, je m'adressais à vous. Voilà, donc voilà des vrais psychologues. Voilà, c'était une forme de pression qu'il voulait porter sur moi. Vous avez terminé vos études à 17 ans, vous êtes envolé, vos études secondaires à 17 ans, vous êtes envolé pour la France. Où exactement ? Alors, après mon examen d'État, mon diplôme d'État, j'ai été inscrit à l'université de Caen. Donc, j'ai fait des études en France. Donc, je suis diplômé de l'université de Caen, une maîtrise à l'université de Caen, et diplômé de l'école supérieure d'ingénieur en génie électrique. Ensuite, j'ai fait l'école nationale des télécommunications, ce qu'on appelle Subtélécom Paris. Je suis diplômé de Subtélécom Paris également, Paris Tech. Ça fait bac plus combien là? Alors, c'est deux fois bac plus 6. Donc, le premier, c'est bac... Donc, bac plus 12. Non, c'est bac plus 6, bac plus 4, plus 2 et plus 2. Ça fait bac plus 8. Pour les 2 diplômes d'ingénieur. Et ensuite, après, parce que l'école supérieure de télécommunications fait partie de l'Institut Polytechnique de Paris. Et après, je me suis, après avoir travaillé 2 ans comme ingénieur de recherche au CNRS, j'ai préparé un business school, donc l'ESSEC Paris, où j'ai préparé une thèse sur le management professionnel, sur le management de systèmes d'information. Alors, vous êtes une des personnes qui est en mesure de nous donner la différence entre l'enseignement tel qu'il se passe en République démocratique du Congo et l'enseignement tel qu'il se passe sur la place de Paris, disons en France d'une manière générale. Quelle est la grande différence? Alors, je l'ai compris dès ma première année, quand je suis arrivé en France, parce que dans un cours magistral, le professeur avait posé des formes d'intégrales au tableau et il n'y avait personne pour y répondre. J'ai levé le doigt et j'y ai répondu. Donc, au bout d'un mois, tout le monde se disait, mais ce garçon, c'est un génie, parce qu'il trouve les solutions aux formes intégrales très rapidement. Mais
à mes dépens, le jour des partiels, on n'a pas donné les formes d'intégrale, mais on a posé un problème. Donc il fallait transcrire le problème en forme d'intégrale avant de trouver la solution. J'étais incapable de le faire parce qu'on ne me l'avait jamais apprise. Donc c'est là où je me suis rendu compte que notre formation était plus basée sur la partie mémoire que sur la partie raisonnement. Une tête bien pleine. Une tête bien pleine qu'une tête bien faite. Et c'est qui explique que de ces chocs-là, j'ai tiré des conclusions et je me suis mis à travailler différemment. Et quand vous rencontrez vos collègues ingénieurs ici, vous vous en rendez, vous discutez, vous vous en rendez compte aussi, parce qu'il y en a qui ont commencé les ingénieurs à Lubumbashi, à Kinshasa, pour aller continuer à Paris. Vous vous en rendez compte tout de suite? Oui. Alors après, ça dépend. Beaucoup, après leurs études d'ingénieurs, ont eu un parcours professionnel ces parcours leur a permis justement d'avoir les deux volets de formation, donc théorique et pratique. Par contre, les jeunes qui sortent de l'université, souvent, effectivement, il y a ce manque-là. Or, les études d'ingénieurs doivent être basées sur la théorie et la pratique, surtout la conception. Ça veut dire trouver des solutions aux problèmes auxquels sa société est confrontée. La société, ça veut dire résoudre les problèmes d'une façon, de deux façons, par déduction. Ça veut dire on se pose la question, on a un problème, quelle est la solution à ce problème? Ou par induction, nous avons la solution. Quel est le problème que cette solution sur étagère pourra résoudre aujourd'hui ou demain? C'est toujours trouver des solutions aux problèmes réels de sa société. Je ne vais pas vous faire entrer dans le domaine politique, mais j'ai l'impression que nos colonisateurs l'ont fait exprès. Parce que, effectivement, bon, nous tous, on nous bourrait le crâne de matière pour que nous ne puissions pas trouver des solutions à nos problèmes. Est-ce que cette approche est fausse? Pas du tout, elle est exacte. C'est pour ça que nous avons, après plusieurs années d'expérience professionnelle, comme je vous l'ai expliqué, donc après mes études, j'avais intégré le CNRS, donc le Centre de recherche scientifique en France, où j'étais ingénieur de recherche associé. Et au bout de 2 ans, j'ai démissionné pour entrer dans le groupe Eiffage. Le groupe Eiffage, c'est le major européen des BTP. Le chiffre d'affaires, c'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, je suis rentré dans ce groupe comme ingénieur d'affaires, en charge de projets de développement industriel, en électricité, en informatique industrielle, en robotique, au bout de... Donc, j'ai mené des projets de développement industriel avec des sociétés automobiles comme Renault, Peugeot, avec EDF, donc l'équivalent de la SNEL, avec des infrastructures. Donc, j'ai été directeur de projet de la modernisation du terminal minéralier au port autonome du Havre. J'ai été aussi chef de projet de l'informatisation du terminal 2F des aéroports de Paris, l'aéroport Charles de Gaulle. Alors, et après ces années d'expérience comme opérationnel, j'ai occupé des fonctions fonctionnelles au niveau de la région. Ensuite, comme directeur de la DSI Europe, en charge de 10 pays européens. Et dans ces 10 pays européens, il y avait 200 entreprises. Et 2 pays africains, le Sénégal et le Maroc. Cette expérience, pendant cette période, m'a permis de tirer certaines conclusions. Et donc, j'ai fini ma carrière chez Eiffage en tant que directeur de la maîtrise d'ouvrage et des systèmes d'information de la branche Eiffage Energy System. C'est à peu près 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, j'étais au conseil d'administration de cette branche. Alors, après cela, donc, je me suis lancé dans un projet entrepreneurial où j'ai créé ma première entreprise, MTSI International Consulting, qui est basée à Paris La Défense. Et qui fait quoi? Qui assiste les entreprises dans tout ce qui est dans le management des organisations et systèmes d'information.
Ça veut dire que nous assistons les directions générales dans la déclinaison de leurs plans stratégiques et les directions opérationnelles dans leurs projets de transformation. Donc tout ce qui est numérique, mais aussi numérique en synergie, la transformation numérique en synergie avec la transition électronique. C'est pendant cette période où nous avons eu des projets en Afrique, dont un important qui a été financé par l'Union européenne en RDC, où on devait installer des grues sur le fleuve Congo et le lac Tanganyika. Des grues de 90 tonnes sur 9 ports sur le fleuve Congo et 2 sur le lac Tanganyika, Uvira et Kalemi. Et ici, c'était de Kinshasa jusqu'à Kisangani. Et c'est pendant cette période, ce projet a duré une année, où je me suis rendu compte qu'il y avait un déficit énergétique énorme en RDC et surtout un déficit aussi au niveau numérique. Et donc, nous avons créé notre deuxième entreprise à Kinshasa, Ecom SAS, qui est une entreprise de services du numérique et qui exploite également une plateforme de e-paiement. Ça veut dire pour les développements de l'e-commerce et de e-gouvernement. Et nous sommes en retard en ce qui concerne tous ces domaines-là. Oui, mais nous pouvons rattraper ce retard très rapidement. Il suffit d'y mettre un peu de volonté. C'est ce que j'avais dit. Donc, j'avais une dette vis-à-vis des jésuites. Donc, lorsque les jésuites ont lancé ce projet de créer une faculté polytechnique à Kimwenza, donc je m'y suis associé en tant que membre du comité de pilotage. Et donc, pour former le Congolais de demain, il faut lui expliquer son histoire, lui expliquer les sciences de l'ingénieur, l'histoire de la pensée scientifique, mais également il faut qu'il s'ouvre au monde. Et donc nous avons créé des partenariats entre l'école des arts et métiers de Paris, donc ICAM, et l'université Loyola pour créer la faculté d'ingénierie ULC-ICAM. Qui existe depuis combien de temps? Qui existe, la faculté existe plus de 10 ans, mais la partie ingénierie que l'on a mis en place depuis 7 ans. Et donc, on veut former des ingénieurs en parcours ouvert. Ça veut dire qu'on veut des ingénieurs innovants, ouverts au monde, mais qui se prennent en charge. D'accord. Qu'est-ce que pour vous résoudre des problèmes auxquels notre société est confrontée. Très bien. Mais au premier abord, quand vous avez pris... qu'est-ce que vous avez remarqué dans le chef des ingénieurs ou de ceux que vous encadrez? Un déficit ou il faut leur ajouter quelque chose? Justement, donc l'université Loyola et la faculté d'ingénierie ULC-ICAM a pour vocation de former des ingénieurs généralistes capables d'innover et de trouver des solutions aux problèmes de la société. Donc ces élèves ingénieurs, la formation est basée sur des projets. Chaque année, ils mènent un projet. Par exemple, en première année, le projet, c'est de construire un drone. Et les cours sont donnés pour justement leur permettre de construire ces drones. Alors, le fait d'échouer n'est pas un problème en soi, parce qu'ils doivent savoir accepter d'être butés à des réalités, de tomber mais de se relever. C'est en se relevant qu'on apprend en fin de compte et qu'on va de l'avant. Et donc les cours sont donnés en fonction de ce projet qu'ils mènent. Très bien. Et effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce sont des jeunes très performants. Donc il y a cette capacité justement de travailler sur des projets, de prendre des cours pour résoudre des problèmes liés à ce projet. Et à la faculté, il y a aussi un Fab Lab qui le permet justement de faire de la conception rapide, parce qu'ils ont des imprimantes 3D, etc., sans passer par des longues années pour trouver des solutions. Voilà. Donc,
Et le troisième point, c'est l'ouverture au monde. Le parcours est divisé en 2 phases, donc le bachelor en 4 ans, plus un master en 2 ans. Pendant leurs études de bachelor, ils peuvent aller passer une année en France ou un semestre dans une faculté partenaire dans le monde, comme au Japon, au Cameroun, au Canada, etc. Cette ouverture au monde est très importante aussi pour les jeunes ingénieurs. Et je pense que c'est ça que nous leur apportont. C'est que nous voulons former le Congolais de demain capable de résoudre les problèmes auxquels sa société se trouve confrontée. Mais en ayant une ouverture d'esprit. Bien sûr. Et avec la philosophie ignatienne, ça veut dire qu'il y a l'essence du discernement. D'accord. Vous avez combien d'étudiants jusque-là dans ce secteur-là? Alors, je pense que le dernier recrutement, c'est plus de 700 élèves. Et vous avez de l'espace pour tout ce beau monde? Oui, Kimosa, c'est grand, c'est vaste. Et donc, on est en train de construire des bâtiments. Donc, il y a déjà 2 qui sont achevés. Le 3e, ça sera le home des étudiants. Oui, mais quand les téléspectateurs vont vous écouter, il y aura un trop-plein, il y a une grande demande. Parce que c'est intéressant ce que vous dites. Oui. C'est tout ce que nous cherchons, que nos intellectuels sachent résoudre les problèmes de notre société. Tout à fait. Il y aura beaucoup de demandes. Est-ce que la sélection sera aussi sévère? Sévère, oui. Mais le tout, c'est de ne pas le faire de façon exponentielle. Mais le but, c'est effectivement, de former le plus grand nombre d'ingénieurs possible. Mais il faut le faire graduellement, ça veut dire par palier. Et donc, in fine, si on a 3000 étudiants élèves ingénieurs un jour, cela ne posera pas de problème, parce qu'ils seront absorbés par... Vous m'avez parlé de 2 autres pays, il y a le Cameroun. Comment ça se passe au Cameroun? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Donc ça se passera bien ici. Oui, tout à fait, ça se passe très bien. Puisque... Et d'ailleurs, nous venons de créer un campus au centre-ville, sur l'avenue de la Justice, le centre Loyola, à côté du collège Boboto, pour permettre justement aux étudiants en master d'être en relation avec les entreprises. Ah bon. Le but, c'est des relations étroites entre la faculté et les entreprises. Et les entreprises. Ouais. Ah oui, c'est important. Parce que j'ai appris qu'en France, par exemple, si vous devez aller faire un stage dans une entreprise, il faut déjà présenter ce à quoi vous êtes capable pour qu'on vous accepte dans un stage. C'est vrai? Tout à fait. Oui, mais l'alternance, qui est un cheval de bataille pour l'université de Loyola, c'est exactement ça. C'est que le jeune étudiant, lorsqu'il va dans une entreprise, il apprend, mais il donne aussi. Il donne aussi. Il apporte quelque chose à l'entreprise. Ouais. Quel est le conseil que vous donneriez à nos amis ingénieurs congolais, les jeunes? Quel est le conseil que vous leur donnerez? C'est de vous suivre à Kimwenza, c'est trop facile. Non, mais ils peuvent rester aussi dans les autres universités. Mais le conseil, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et vous aimez profondément ce que vous faites. Oui, tout à fait. La preuve. Oui, il faut aimer ce qu'on fait et le faire bien. Oui, c'est le conseil. Et les 2 entreprises qui sont les vôtres, en France et ici, fonctionnent merveilleusement bien. Oui, nous avons... en France, nous travaillons... Les 2 entreprises travaillent ensemble. En synergie. En synergie. Hein. Dans un cycle de projet, ça va de la conception jusqu'au déploiement. Donc, avant la conception, il y a l'étude de faisabilité, l'étude d'opportunité. Et ensuite, après, il y a la conception, il y a la réalisation, il y a le déploiement, les tests, les déploiements. Et pendant toutes ces phases, il y a ce qu'on appelle la conduite du changement. Donc, il faut accompagner la conduite du changement. Il faut
accompagner les changements, c'est le triptyque information, participation et formation. Il faut que les trois soient faites en même temps. Oui. Et ça commence dès le début du projet jusqu'à la fin du projet. Et ensuite, après, il y a l'infogérance. Donc, nos entreprises participent à tous les cycles de vie d'un projet. Et donc, nous avons plusieurs références. Par exemple, pour ICOM SAS, qui est l'entreprise congolaise, nous avons numérisé le ministère du Tourisme. Tous les processus de gestion, nous avons même fait ce qu'on appelle la reconfiguration de processus de gestion avant de les numériser. Et on a permis justement à diminuer les tracasseries administratives et surtout d'augmenter le fonds pour la promotion du tourisme, le FPT. Nous l'avons maximisé de l'ordre de 1000% en moins d'un an. Et d'ailleurs, si le projet continue, on peut faire encore mieux que ça. Ah bon? L'intérêt du numérique, c'est ça. Ça permet justement de maximiser les processus. Et quand il y a des collectes, on maximise les collectes aussi parce que on diminue la perdition de l'argent. Oui, parce que si on nous laisse la paix, franchement, avec ça, on a des choses à montrer au monde, en République démocratique du Congo. Ça fait tout à fait. Pourvu que le monde soit informé de ce que nous avons. Et avec le travail que vous avez fait, tout le monde pourra être informé des États-Unis au Japon, en Chine, qu'il y a des choses à voir en République démocratique. Pour résoudre nos problèmes. Deuxième exemple que je peux donner, c'est que nous avons mis en place une passerelle logicielle entre la douane et les entreprises habilitées à percevoir l'argent de l'État, donc les banques commerciales et autres. Et cette passerelle logicielle permet à quelqu'un, un importateur, de pouvoir payer donc, le bon de liquidation de ces marchandises de n'importe où dans le monde sur son e-banking à partir de sa banque. Parce que notre passerelle logicielle met en relation les systèmes d'information de la douane, donc Sidonia World, avec les systèmes d'information de banque, ce qu'on appelle les core banking. Voilà. Ça, c'est un exemple pratique qui permet de répondre, de donner des solutions à des problèmes existants. Les personnes intéressées à ces innovations, vous êtes nombreux, Congolais, ou une dizaine? Non, il y a beaucoup de Congolais d'entreprises, de ce qu'on appelle les ESN, l'entreprise de services du numérique. Il y en a beaucoup. En RDC, il y en a? En RDC, oui, mais certains se sont contentés de développer dans le e-paiement, d'autres dans l'e-commerce, d'autres encore dans le développement des outils informatiques, etc. Alors que nous avons fait le choix avec nos deux entreprises, parce qu'il y en a même trois, il y en a une troisième, Ishango Technologies, qui elle, s'intéresse plus à l'énergie. Avec ces trois entreprises, nous essayons de créer des synergies entre la transition énergétique et la transformation numérique. Alors, on va terminer. Le mot de la fin serait lequel? Dans 10 ans, le Congo sera un peu plus riche qu'il est aujourd'hui? C'est inéluctable. Je pense que En tout cas, c'est pas les matières premières qui nous manquent. Oui, le Congo c'est un des pays, si pas le pays le plus riche du monde, potentiellement. Mais le Congo a aussi des ressources humaines. Donc il faut se focaliser sur la formation de ces ressources humaines pour que elles soient capables de transformer nos matières premières en produits finis. Mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Exact. Vous avez l'impression que ça manque un peu? Oui, bien sûr. Oui, oui. On dit toujours que les Japonais disent nous, sur 10 personnes, s'il n'y en a qu'un seul qui est compétente, eh bien nous allons les choisir pour nous diriger. Voilà.
Donc, essayons de faire la même chose. Dans les entreprises, dans les associations, partout. Un autre dernier mot. Oui. Un autre. Nous allons nous contenter de ce que vous avez dit. Merci franchement d'être venu, et les téléspectateurs vous remercieront de tout ce que vous venez de leur dire, parce qu'ils prendront l'exemple sur vous, et d'autres étudiants, d'autres collègues à vous viendront peut-être vous compléter. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que des matières. Il ne dépend que de vous de faire de ce pays ce cadeau du ciel. Je vous remercie.